En France, on fait face à une situation un peu paradoxale. Des substances comme l'alcool ou le tabac sont très présentes dans notre culture, c'est un fait, mais elles causent aussi d'énormes dommages sanitaires et sociaux. C'est cette contradiction qui est au cœur du débat. L'objectif ici, c'est de décrypter une proposition, celle du programme La France Lucide, qui vise justement à réduire ces dommages, à mieux protéger les mineurs et surtout à remettre de la cohérence dans l'action de l'État. Cette phrase, elle est tirée du document de référence du programme et elle résume parfaitement le point de départ. Il faut bien comprendre que la proposition qu'on va détailler, qui vient du parti politique en construction La France Lucide, ne se présente pas comme un discours militant. L'idée, c'est plutôt de construire une politique publique pragmatique pour enfin répondre à cette incohérence de longue date. Alors voilà comment on va avancer. D'abord, on va poser le constat d'incohérence. Ensuite, on fera un état des lieux factuel des substances concernées. Puis, on verra les grands principes qui guident l'action, ce qui changerait concrètement, et pour finir, comment tout ça serait déployé et évalué. Alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'il faudrait repenser notre approche? Eh bien, tout simplement parce que la façon dont on gère l'alcool ou le tabac aujourd'hui, ça fragilise la crédibilité de toute notre politique de santé publique. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Une politique de santé qui prétend s'occuper des substances psychoactives, mais qui ignore les produits les plus consommés et les plus dangereux, eh bien elle perd un peu tout son sens. Laisser de tels angles morts rend toute action sur d'autres substances beaucoup moins cohérente. Et voici l'illustration parfaite de cette incohérence. D'un côté, on a une régulation actuelle qui semble souvent dictée par l'histoire, la culture, parfois des intérêts économiques. De l'autre, le programme propose de basculer vers une régulation qui serait uniquement basée sur les risques objectifs pour la santé. Ce décalage crée un sentiment d'arbitraire et ça affaiblit forcément les messages de prévention. L'idée est donc de passer d'une logique historique à une logique sanitaire. Maintenant, regardons d'un peu plus près les substances en question. C'est en analysant chaque situation qu'on voit très clairement le décalage entre ce que l'on sait sur le plan scientifique et la façon dont on régule les choses aujourd'hui. Pour l'alcool, le paradoxe est saisissant. D'un côté, il est associé à la fête, à la convivialité, à nos traditions. De l'autre, les données de santé publique sont très claires là-dessus, il est directement impliqué dans de nombreuses maladies, des accidents et des situations de violence. La régulation actuelle a bien du mal à gérer ce grand écart. Pour le tabac et la nicotine, c'est un peu plus complexe, car il y a une vraie confusion dans le public. Or, la distinction est fondamentale. Pour le dire simplement, le principal danger vient de la combustion du tabac fumé. C'est ça qui est extrêmement nocif. La nicotine, elle, est la substance qui rend dépendant. Une politique de santé efficace se doit de clarifier cette différence. Et enfin, il y a les médicaments psychoactifs. Leur statut médical peut parfois faire oublier leur potentiel addictif. Ils sont prescrits pour des raisons tout à fait légitimes, bien sûr, mais un usage prolongé peut entraîner une dépendance. Et ça, c'est un risque systémique, qui ne dépend pas que de l'individu, mais aussi de la façon dont notre système de soins est organisé. Bon, maintenant que le constat est posé, sur quel fondement ce programme est-il bâti? Avant de regarder les mesures concrètes, c'est essentiel de comprendre les principes directeurs, ce que le programme appelle ses lignes rouges qui encadrent toute la démarche. Ces 6 principes forment en quelque sorte la colonne vertébrale du projet. D'abord, protéger les mineurs de façon absolue. Ensuite, refuser que ces produits soient banalisés par le marketing. Fournir une information honnête, basée sur la science, sans dramatiser ni minimiser. Rejeter une prohibition générale qui, on le sait, est inefficace. Toujours faire la différence entre un usage simple, un usage à risque et une dépendance. Et enfin, appliquer la même logique cohérente à toutes les substances en fonction de leur dangerosité. L'idée générale, c'est de protéger sans infantiliser et de réguler sans moraliser. On en arrive maintenant à la partie la plus importante. Dans la pratique, qu'est-ce que cette régulation changerait vraiment? Concrètement, l'approche se fait sur plusieurs fronts. Il s'agit d'abord d'avoir une prévention plus directe, plus honnête. Ensuite, d'encadrer plus strictement la publicité. L'information sur les produits eux-mêmes devrait être beaucoup plus lisible pour les adultes. L'accès aux soins en addictologie serait simplifié, les professionnels de santé disposeraient de recommandations claires et harmonisées, et enfin, la responsabilité serait partagée. Ce n'est pas à l'État de tout porter, ni à l'individu seul. Ici, le rôle de l'État est clarifié, et c'est un point central. L'État n'a pas à approuver ou à désapprouver les choix de consommation des adultes. Sa mission, c'est de garantir que ces choix se font avec une information complète et dans un environnement sécurisé qui minimise les risques pour tout le monde. Ce qui nous amène à cet équilibre qui est vraiment fondamental. D'un côté, la liberté individuelle est préservée, un adulte informé a le droit de consommer ses produits légaux. De l'autre, la responsabilité de l'État s'exerce avec des interdictions très ciblées et justifiées, par exemple pour protéger les mineurs ou pour sanctionner des pratiques commerciales trompeuses. Et ce point-là, c'est un véritable changement de perspective.
Le programme insiste vraiment pour que la dépendance soit traitée comme ce qu'elle est, un problème de santé. Ça relève du soin, de l'accompagnement, et certainement pas d'un jugement sur une prétendue faiblesse ou une faute morale. C'est une approche qui vise à sortir de la stigmatisation. Pour terminer, comment est-ce qu'un programme de cette ampleur pourrait être mis en place? L'approche se veut très pragmatique et adaptable. On est loin de l'idée d'une réforme brutale appliquée du jour au lendemain. Le déploiement se ferait donc par étapes. À court terme, la grande priorité serait de clarifier les règles et de renforcer la protection des plus jeunes. À moyen terme, on monterait en puissance sur le contrôle de la publicité et l'amélioration de l'accès aux soins. Et sur le long terme, une évaluation permanente permettrait d'ajuster les mesures en fonction de ce qui marche ou pas. On peut légitimement se poser la question. Et la réponse du programme est très claire. Non. Aucune mesure n'est vue comme définitive si les données montrent qu'elle est inefficace. L'engagement, c'est de suivre les faits, les chiffres et d'adapter la politique sans aucun dogmatisme. En somme, la philosophie derrière tout ça n'est pas de nier nos habitudes culturelles, c'est de refuser de continuer dans le déni sanitaire. L'objectif, c'est de trouver un nouvel alignement, plus juste et plus protecteur. Alors pour tout résumer, si on ne devait retenir que 3 mots, ce serait cela: la cohérence dans l'action de l'État, la protection, surtout pour les plus vulnérables, et la responsabilité qui doit être partagée entre tous les acteurs de la société. Cette analyse visait à donner une vue d'ensemble, la plus claire et structurée possible. Pour celles et ceux qui voudraient creuser chaque mesure, le document du programme propose une foire aux questions très détaillée qui répond à de nombreux cas de figure.